Ok. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur. Je parle très souvent d'entreprise d'avocats. C'est pas que du marketing, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi de façon extrêmement profonde. Parce qu'à force de travailler avec des cabinets d'avocats, on se rend compte qu'il y a vraiment des points qui sont bloquants pour l'évolution, pour la croissance et surtout pour la prise de décision des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, j'identifie trois problèmes majeurs. C'est pas pour ça qu'il faut nécessairement tous les traiter. Ce que je vais dire, c'est un peu difficile à entendre, mais vraiment, je le pense au plus profond de moi. Ce qui aujourd'hui pose le plus de problèmes au sein des cabinets d'avocats, c'est ce à quoi vous êtes le plus attaché. C'est l'intuitu personnel. En réalité, on a des associés qui développent de la clientèle et la clientèle est si liée à l'associé que si l'associé part de sa structure et va au sein d'une autre structure, celui-ci est en capacité de récupérer la quasi-totalité de sa clientèle. On pourrait se dire c'est fantastique, ça permet à l'avocat d'être indépendant, ça lui permet de pouvoir aller là où il veut à partir du moment où il n'est plus en accord avec ses associés, blablabla. Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais ça pose vraiment des problèmes qui sont des problèmes fondamentaux. Notamment par rapport à la réflexion de groupe. Étant donné que chaque associé peut se barrer du jour au lendemain avec sa clientèle, en réalité, pourquoi l'associé A ouvrirait son portefeuille à l'associé B au risque de perdre une partie de sa clientèle ou de la faire retenir au sein du cabinet si lui voudrait partir? Pourquoi est-ce qu'il lui filerait des contacts à l'associé B alors qu'en réalité ça ne va pas directement lui profiter ou en tout cas ça ne lui profitera pas sur le long terme s'il décide de partir? Pire, pourquoi le cabinet d'avocats investirait sur des associés présents à l'heure actuelle au sein du cabinet alors qu'à un moment donné chacun peut partir? On pourrait se dire oui mais Valentin, on ne sait pas ce qui va se passer, ça se passe pas comme ça. Mais si, ça se passe vraiment comme ça, je vous assure que c'est le cas. Il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas prises par des directoires, par la gouvernance de cabinet d'avocats, pour ces raisons, parce qu'à chaque fois, dans le coin de la tête de chaque associé ou de chaque décideur, il y a oui mais on va mettre 50 000, 100 000, 200 000 euros sur la table, mais ça se trouve demain B il sera parti. Ça se trouve demain E il sera parti. Mais si je prête mon portefeuille ou si j'ouvre mon portefeuille aux autres associés, qu'est-ce qui me dit qu'ils ne vont pas me piquer mes clients? Et ça, c'est une énorme problématique. Donc concrètement, mon premier conseil par rapport à ça, c'est qu'on arrête l'intuitu personae absolu et qu'on passe de l'intuitu personae à l'affectio societatis. On doit faire corps, on doit être une société, on doit être une entreprise. C'est pas parce que vous êtes une SARL que vous êtes une entreprise. C'est pas parce que vous êtes une CELAS que vous êtes une entreprise. Vous êtes simplement une forme sociétaire. Moi, ce que je veux et ce que je souhaite pour cette profession, c'est que vraiment on arrête de parler de cabinet d'avocat et qu'on passe à l'entreprise d'avocat. Et pour ça, on décorrèle la clientèle de l'individu. Première chose. Deuxième chose, on met en place une gouvernance sérieuse. Aujourd'hui, au sein des cabinets, vous avez des directoires qui sont nommés, vous avez des managing partners qui sont nommés, vous avez des conseils d'administration, conseils de surveillance, vous connaissez ça par cœur, mieux que moi. Mais en réalité, la majorité de ces organes, et je ne vais pas faire de généralité mais j'en fais quand même, n'a aucun pouvoir. Son objectif, c'est juste de faire du consensus mou. C'est de faire en sorte que les rainmakers du cabinet foutent pas trop le bordel, que ceux qui génèrent pas trop de chiffre d'affaires finalement rentrent dans le rang et ne soient pas trop problématiques. Mais derrière, leur job, c'est finalement de laisser le liant qu'il existe entre les associés et de ne pas faire en sorte qu'il y ait des choses qui bougent. Mais ça, c'est pas possible. Dans un cabinet d'avocats, ça ne marche pas. Dans n'importe quelle entreprise, ça ne marcherait pas. Il faut qu'on puisse avoir des dirigeants forts au sein de son cabinet. Et d'ailleurs, on le voit, les cabinets qui vont le plus vite, les cabinets qui tapent le plus fort, excepté les Américains et les Anglo-Saxons que je laisse de côté, ce sont des cabinets de fondateurs. Lorsqu'un fondateur décide d'aller dans une direction, on va dans la direction et les autres le suivent. Et c'est ces cabinets-là qui marchent le mieux. Dans les cabinets où on est sur 15, 16, 20, 30, 50, 100 associés, en réalité, on est sur des paquebots qui sont extrêmement lents à bouger. Donc pour pouvoir lutter contre ça, moi ce que je propose, c'est qu'en réalité, j'ai l'impression de faire une campagne pour le bateau là. Ce que je propose moi, c'est en réalité pouvoir avoir un directoire qui soit élu par les associés et qui soit élu sur un programme qu'il va faire sur les 3 prochaines années. Qu'on lui donne, pas carte blanche, mais en tout cas une grande latitude pour pouvoir mener à bien le programme qu'il a présenté à ses autres associés qu'il veut mettre en place. Ce directoire-là, il doit être composé pour moi de 3 avocats maximum. Et derrière, au sein de ce comité, on doit avoir éventuellement un DH, si on en a un au sein du cabinet, on doit avoir quelqu'un qui est responsable des chiffres, un DAF, et on doit avoir le marketing et la communication. Des gens que moi j'appelle des services associés et que beaucoup de cabinets d'avocats définissent comme étant des services support.
La terminologie et la sémantique est importante. Des services support. Ils sont là pour supporter l'activité des avocats. En réalité, c'est pas ça qu'on veut. On veut des services associés. On veut des gens qui apportent leur plus-value au cabinet pour pouvoir leur donner de la valeur, les faire avancer, les faire aller encore plus loin que ce qu'ils vont aujourd'hui. Moi, je veux pas d'un support, je veux d'un associé et je veux avancer avec lui. Donc ce directoire-là, composé de services associés et d'avocats associés au sein du cabinet, va nommer un directeur général ou une directrice générale. Ok ? Pour faire tampon entre les associés et le directeur général ou la directrice générale, on a un directoire. L'objectif du directoire, c'est de fixer le cap. L'objectif du directeur général, c'est de faire en sorte que de façon opérationnelle, on puisse aller vers le cap. Donc c'est de définir toutes les étapes nécessaires pour permettre d'atteindre le cap qui a été fixé par le directoire et ce même directoire qui a été élu par les associés pour atteindre ce programme. Donc en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, le directeur général n'est plus directement responsable devant les associés, mais il est exclusivement devant le directoire. Ce qui lui laisse beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de marge de manœuvre pour atteindre finalement les résultats et atteindre les objectifs. Donc moi, ce que je prône, c'est qu'un non-avocat devienne patron d'un cabinet d'avocats. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'on mette un petit peu de technologie dans le cabinet. Je ne suis pas pour la technologie, je suis plutôt techophobe que techophile. Mais en réalité, au bout d'un moment, un cabinet d'avocats, c'est pas une boulangerie. Mais on ne peut pas gérer une entreprise qui fait 20, 30, 40, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des moyens qui sont les moyens d'une TPE. Quand on va dans des cabinets d'avocats, qu'on voit qu'il y a des ERP, donc des logiciels métiers pour cabinets d'avocats, qui sont paramétrés à la va comme je te pousse, où on a des rapports financiers qui sont ni faits ni à faire, où les associés suivent une seule et unique chose, c'est leur chiffre d'affaires, leur facturation et leur encours client, ça ne peut pas fonctionner. Il est nécessaire qu'on puisse mettre en place les moyens actuels qu'utilisent vos clients, qu'utilisent vos entreprises clientes directement au sein de leur cabinet pour pouvoir se développer. Alors oui, on voit des outils qui commencent à arriver, on commence à avoir des data rooms numériques, on passe à la visio, merci le Covid, on passe à la signature électronique, merci le Covid, mais on est encore à des années-lumière de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité. On n'a pas de CRM, ou quand on en a un, il est utilisé par un seul et unique avocat, il n'y a pas de partage d'informations, on n'a pas d'enrichissement de contacts, on n'a pas d'enrichissement de données, on n'a pas de stratégie de marketing de contenu qui vous permet de générer des prospects, de générer de la clientèle, on n'a pas d'outils qui vont faciliter la production de vos collaborateurs, ou en tout cas très peu. On n'a pas d'outils de knowledge en interne qui va finalement nous permettre d'avoir des connaissances communes qu'on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir enrichir, qu'on va pouvoir utiliser à destination de nos prospects ou de nos clients pour pouvoir leur rassurer. Il faut qu'on avance par rapport à ça. Ça ne sert à rien de parler d'intelligence artificielle, ça ne sert à rien de parler de blockchain, on n'a pas les bases. Il faut qu'on puisse aller chercher les bases pour qu'on puisse les introduire au sein de vos cabinets, gagner en productivité, gagner en rentabilité et après on ira parler de chat GPT, etc. Mais aujourd'hui ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien de vouloir rouler une Ferrari si on n'a pas le permis. Donc concrètement, on commence par les bases, on les met en place. Dès qu'on a les bases, qu'on a vu à quoi ça servait, qu'on a vu que ça fonctionnait, on essaye d'aller plus loin. Et là on peut parler de blockchain, d'IA, etc. Mais pour le moment, ça ne vaut pas le coup, ça ne sert à rien. Donc moi, mes 3 axes de réflexion que je vais mener sur les prochains mois et les prochaines années sur la profession d'avocat, c'est 1. Comment on arrive à décorréler la clientèle d'un avocat et d'un individu au profit du cabinet. Deuxième chose, c'est comment on travaille sur une meilleure gouvernance des cabinets d'avocats pour qu'on ait plus de réactivité, pour qu'on ait plus de profondeur dans la décision et qu'on puisse aller plus loin avec des entreprises d'avocats. Et enfin, comment est-ce qu'on met en place les moyens actuels utilisés par vos clients au sein de vos cabinets au profit de votre performance et de la performance de vos avocats.